c'est quoi le sujet en réalité? So Davda a lu l'information je pense que c'est, il a oublié le nom du source là, l'info à propos de Niger et puis qu'ils ont été, il a lu l'article pour dire qu'il y avait le Niger qui était dans le truc de coup d'État de Bénin là. Donc, et puis aussi, on a parlé de Kémy Seba, que Serge même nous a expliqué qu'il est conseiller spécial de Tchani et que ça veut dire qu'il est d'accord. Donc, lui aussi, Serge dit que l'article ne donne pas des preuves à propos de l'accusation qui disent que Niger était aussi à essayer d'essayer d'aider, était dans le coup d'état là aussi encore. Et le Burkina, tout ça. Donc, Serge dit qu'il n'y a pas de preuves et tout ça là. Et il veut défendre en connaissant Serge. Ok, ok. Ok, donc je comprends que vous parlez du coup d'État raté de l'AES qui a failli avoir lieu au Bénin. Donc, Et la responsabilité du président Tchiani à propos du conseil spécial Kémy Seba, qu'il n'a pas viré. Et Serge dit qu'il ne doit pas être viré, que c'est pas. Il a donné ses arguments en fait. oui, merci, merci, merci. Là, je vois de quoi vous parlez. Donc, pour moi, concernant cette situation-là, moi, j'ai fait une publication là-dessus. C'est vrai que on n'a pas d'informations vérifiées et validées de différentes sources indépendantes. Mais quand on regarde, c'est sûr il y a certaines sources qui donnent certaines informations qui, qu'on le veuille ou non, si on ajoute cela à d'autres faits et quand on fait une analyse, et on peut légitimement dire que l'AES avait sa main dans ce coup d'État. Vous voyez? Parce que, comme Kani vient de dire tantôt, Kémy Seba, qui a été l'un des communicants de ces putschistes-là, et fervent communicant, est le conseiller spécial de M. Tchani. Et M. Tchani voue une haine viscérale à M. Talon, et il a montré à plusieurs reprises, officiellement, chaque jour, il ne parle que du Bénin. Et pour lui, tant aussi longtemps que M. Talon va rester au pouvoir, ou les héritiers de Talon vont rester au pouvoir, les relations entre le Bénin et le Niger seront toujours tendues, raison pour laquelle les frontières sont restées fermées jusqu'au jour du coup d'État. Vous voyez, ce sont des faits. Ce sont des faits qui sont là. Et quand on voit que le colonel Tigri, qui est parti du Bénin et a disparu, il y a combien de frontières entre le Bénin et je vais dire le Niger, vous avez le Togo, vous avez le Niger, et vous avez aussi certainement le Burkina de l'autre côté. Donc, dans ce cas-là, vous voyez que la frontière directe, là, c'est avec le Niger. Vous voyez? Donc, quand on met tous ces faits ensemble. Excuse-moi, une frontière directe, ça signifie quoi? Juste une précision. Non, je veux dire, la frontière, le Bénin et le Niger ont une frontière directe. Là. C'est comme le Bénin et le Nigeria aussi ont une frontière directe. Je comprends pas bien la notion de frontière directe. Mais quand on dit frontière directe, ça veut dire que tu n'as pas besoin de contourner un autre pays pour arriver là-bas. C'est-à-dire qu'ils font frontière. Le Niger fait frontière directement avec le Bénin. Ok, d'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que Avec le Burkina aussi, je crois. la traversée est facile, tu vois. La traversée est facile. Donc, et quand on voit que les militaires qui ont fui se sont évaporés dans la nature, et selon certaines informations diffusées par Jeune Afrique, qui tient ses sources des enquêteurs du Bénin, que il y a eu une trajectoire d'abord vers le Togo, ensuite vers le Niger avant d'arriver, non, ensuite du Togo, je pense que ça allait jusqu'au Burkina, et de Burkina, il est revenu comme au Niger où il est logé là-bas. Ça, ce sont des informations que vous et moi n'avons pas la possibilité de vérifier. Ceux qui ont les entrées, ceux qui ont les contacts, les journalistes et tout ça, eux, ils disent que c'est comme ça que c'est passé. Donc nous, en tant que citoyens lambda, on s'en tient à ça jusqu'à preuve du contraire. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais on s'en tient à ça au moins jusqu'à preuve du contraire. Et quand on regarde le contexte géostratégique, géopolitique, sous-régional, on comprend qu'il y a une animosité
très clair entre l'AES aujourd'hui et la CEDEAO. L'AES veut s'étendre. L'AES veut s'étendre, veut s'exporter pour être plus grand, pour être plus fort, pour voir disparaître la CEDEAO. C'est la bataille qui est là. Et c'est pour ça que moi, j'ai été très ravi, très content que la CEDEAO ait réagi vigoureusement au travers de la puissance du Nigeria, qui a maté les mutins, qui a aidé à mater les mutins comme il faut. Et c'est ce qu'il faut. Vous voyez? Et moi, je suis pour. Et voilà pourquoi j'ai toujours été contre ceux qui criaient « Abat la France, abat la France, abat la France, abat la France ». Et depuis des années, je dis depuis des années, je dis plus de 10 ans, 15 ans en arrière, j'ai toujours été contre ça. Parce que je me dis, ceux qui le disent là, c'est parce qu'ils veulent faire coup d'État. Parce qu'ils savent que nos armées sont faibles. Ils veulent en profiter pour prendre le pouvoir sous prétexte que c'est une affaire ivoirienne, une affaire sénégalaise, une affaire malienne, mais c'est parce qu'ils veulent prendre le pouvoir. Moi, je suis pour la stabilité de nos pays. Et je l'ai toujours dit, même s'il faut aller chercher le diable pour stabiliser le pays, j'irai le faire. Donc tu souhaites qu'on dissolve nos armées et puis l'armée française occupe tous nos pays. C'est ton souhait, c'est ça? Non, je réponds, Khalif, là, je réponds. Les armées ne sont pas suffisamment outillées. Oui, mais je réponds. Pose ta question, je vais répondre. Oui, c'est ce que comme il me coupe chaque fois. Je dis, donc selon toi, nos armées là, elles ne sont pas suffisamment outillées ni suffisamment responsables pour assurer la sécurité et la défense au sein de nos États. Il faut qu'on aille prendre la France pour venir nous biberonner. C'est ton idée. Ben, je veux dire, c'est pas une question de biberonner. Hein. Les États-Unis ont des bases américaines en Europe, qui sont des puissances nucléaires. La France est une puissance nucléaire en Europe, mais ça n'empêche pas des bases américaines en Europe, un peu partout, disséminées un peu partout. C'est pas parce que on a une armée. De Gaulle a chassé les Américains en 66. Non, mais Serge, je te dis en Europe. Ok. Ah, okay. Donc, comme tu as parlé de la France. Oui, j'ai dit la France est une puissance nucléaire en Europe, mais ça n'empêche pas des bases militaires en Europe éparpillées pour protéger l'Europe contre des éventuels envahisseurs, en l'occurrence la Russie. C'est une réalité. On a plusieurs bases américaines en Europe. Est-ce que ça veut dire que les Européens, ils n'ont pas cette capacité-là de se défendre? Ils peuvent se défendre. Mais tout dépend de la menace. Tout dépend des conditions. Avoir de l'aide, ce n'est pas mauvais. On va me dire, non, nous ne sommes pas souverains. Ça veut dire que l'Europe n'est pas souveraine. Donc, ça veut dire que la souveraineté, mais il faut la redéfinir. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça la réalité. Donc, moi, je ne suis pas un partisan du abat la France, abat. Si je peux appeler les États-Unis, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a appelé les États-Unis pour venir nous aider à avoir des informations sur la zone frontalière avec Mali, le Burkina, parce que c'est une gangrène terroriste aujourd'hui. Mais je soutiens ça à 2 milliards de %. Parce qu'on n'a pas les capacités de le faire. Ils vont nous aider. L'armée qu'on a va être chargée de autre chose. Maintenant, ceux qui veulent faire le coup d'État, là, c'est eux qui crient à bas, à bas, à bas. Sinon, le mal est où? Même le Mali, qu'on dit Mali aujourd'hui, là, c'est pas l'armée russe qui est là-bas qui est en train de les aider à sécuriser leur pays, à avoir l'intégrité de leur pays. Le Burkina qui dit il est souverain, c'est pas les mercenaires russes qui sont là-bas pour protéger le président. Mais ce Tchani, il fait pas faire les mercenaires turcs, iraniens et tout qui sont là-bas. Et pourquoi moi je vais avoir honte d'avoir des Français chez moi pour m'aider? Pourquoi je vais avoir honte d'avoir des Américains chez moi? Pourquoi? Voilà. J'ai dit il faut sortir de cette bêtise-là et la CEDEAO doit se armer, doit se réarmer, doit être l'une des puissances militaires en Afrique de l'Ouest. Parce que quand tu prends Mali, Burkina, Niger, vous regardez leurs ressources, regardez les ressources de ce qui reste de la CEDEAO, même de la Côte d'Ivoire seulement. PIB 94 milliards. Les trois ensemble, ils valent même pas 62 milliards. Ça veut dire que s'ils sont capables d'acheter une Kalash, nous on est capable d'acheter 10 000 Kalash. Donc il faut que la Côte d'Ivoire se arme, ait les armes les plus sophistiquées du monde pour faire face aux barbares qui sont en face. C'est tout. Vous voyez, l'Europe a joué à ce jeu-là en développant d'autres domaines. Mais aujourd'hui, la Russie développe des armes aujourd'hui et constitue une menace pour l'Europe. Voilà, l'Europe se réveille maintenant parce qu'ils se sont dit, ils vont pas nous attaquer, ils vont pas nous attaquer, ils vont pas nous attaquer. Et voilà, ils sont là aujourd'hui.
Ils sont obligés d'augmenter les budgets de défense militaire et tout. C'est ce que la Côte d'Ivoire doit faire. Il ne faut pas attendre que des pays comme le Burkina, dirigés par un putschiste, à la limite semi-illettré, qui est en train de former des analphabètes et à qui ils donnent des armes. Ils peuvent nous attaquer demain. Ils peuvent nous attaquer demain. Donc il faut que le président de la République, qui qu'il soit, arme la Côte d'Ivoire le plus qu'il peut. C'est-à-dire l'argent qu'on a là, les mines et tout ça, qu'on paye des avions, qu'on paye tout ce qu'il peut pour dissuader n'importe lequel des sauvages qui va vouloir attaquer la Côte d'Ivoire. Merci. Ok, Serge, faut rebondir, non? Ok, d'accord, bon. Je pense que Ismo a ouvert un autre pan, hein, un autre thème dans notre discussion. Bon, est-ce que Je c'est pense la, que toi-même, tu as fait la même chose, hein. Tu as envoyé est-ce ton que, tout ça, là. est-ce que c'est la peine de s'engager là-bas? Bon, il y a pas de problème, hein. On peut s'illusionner sur le fait que on peut même bourrer tous les magasins qu'il y a, tous les entrepôts qu'il y a en Côte d'Ivoire, on peut les bourrer d'armes, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais n'oublions pas que Kadhafi était très armé. Voilà, il est où aujourd'hui Kadhafi? Voilà, si on pense que notre sécurité repose vraiment sur l'accumulation d'armes, il n'y a pas de problème. On peut se lancer dans une politique dedans, voilà. Les Ivoiriens seront un peu plus pauvres parce que, bon, on sera obligé de trouver des fonds pour financer l'achat de ces armes-là. Ça veut dire qu'on va augmenter les impôts, ça veut dire qu'on va réduire les budgets sociaux, voilà, pour renforcer l'outil de défense. Bon, on peut voir ce que ça va donner, mais bon, je pense qu'on peut s'enrichir aussi de l'expérience d'un certain nombre de pays. Voilà. Alors, pour moi, c'est pas le bon bout par lequel il faut prendre le problème. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a plus un problème interne qu'un problème avec l'extérieur. Voilà. Parce que aujourd'hui, une partie de la population ivoirienne se sent exclue et à juste titre du débat national. Une partie de la population ivoirienne ne se sent pas représentée par nos institutions aujourd'hui en faveur de ce que nous avons observé en octobre 2025, là, notamment le 25 octobre 2025. Voilà. Donc, face à cela, vous pouvez bourrer toutes les armureries du monde. Voilà, vous pouvez, à chaque kilomètre, à chaque mètre carré, vous pouvez mettre une calache. Mais ça ne va pas résoudre votre problème pour autant. Si nous voulons évoluer en tant que nation sécurisée, il faut d'abord que nous arrivions en interne à résoudre nos contradictions. Vous voyez, on a entendu pendant cette période d'octobre 2025 et bien avant là, on a entendu des discours où des gens vous disent que s'asseoir entre Ivoiriens pour discuter, c'est inutile. Ok. Le fait que discuter entre Ivoiriens soit inutile là, c'est devenu un leitmotiv pour certaines personnes. Il n'y a pas de problème. Mais donc nos contradictions là, on les règle comment? Si s'asseoir pour discuter n'est pas une solution, on règle nos problèmes comment? Il faut donc que celui qui est le plus fort s'impose. Mais pendant combien de temps celui-là, il sera toujours le plus fort? Pendant combien de temps vous pensez que celui qui est fort aujourd'hui là, pendant combien de temps vous pensez qu'il sera encore le plus fort? Donc notre pays, on est en train de dire qu'on veut transformer notre pays en une arène où c'est seulement celui qui est le plus brutal qui s'impose. C'est un pays comme ça qu'on réserve à nos enfants. C'est un pays comme ça là qu'on souhaite pour nos parents, pour nous-mêmes. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. La Côte d'Ivoire a plus un problème intérieur qu'un problème avec l'extérieur. Regardez, aujourd'hui, quand tu as un point de vue contraire, on dit que tu es pro-AES. Quand tu as un point de vue contraire, on dit que tu es un pro-AES. Mais vous pensez que pendant combien de temps
des Ivoiriens vont accepter que même dans le débat public, on puisse les indexer comme ça. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui délivrent des certificats d'amour pour le pays. C'est-à-dire, dès que tu donnes ton point de vue sur un sujet, on dit, oui, toi là, tu n'aimes pas le pays. Ah, le pays avance, toi tu dis autre chose. Vous pensez qu'un État qui a une crise interne comme ça, forte là, vous pensez qu'un État comme ça, comment il résiste vis-à-vis des périls extérieurs? Donc, de façon naïve, on pense que pour résoudre nos contradictions, d'abord internes, il faut se surarmer. Mais il n'y a pas de problème, achetons autant d'armes. Dans le monde là, c'est un pays qui est surarmé, on n'a jamais vu. On a tous vu ça ici, mais ça en est quoi? On ne pourra jamais être plus armé qu'un pays comme le Nigeria. Mais est-ce que le Nigeria a résolu le problème du Boko Haram? Mais parce que c'est des contradictions internes. Est-ce que les pays comme le Mali, le Burkina, le Niger en ont fini avec le terrorisme? Non. Mais parce que c'est des contradictions internes qui ont débouché sur la prise des armes. Mais c'est difficile à résoudre parce que ça concerne des fils du pays. Ce n'est pas une armée contre une autre armée qui est en conflit que nous sommes en train d'observer. Donc il faut arrêter de penser que le problème sécuritaire de la Côte d'Ivoire, ce sera l'armée, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas vrai ce que je dis, c'est juste pour dire qu'il faut arrêter de penser ça. Penser que c'est l'armée du Burkina qui va attaquer l'armée de Côte d'Ivoire ou l'armée du Niger qui va attaquer l'armée de Côte d'Ivoire, non. Mais à partir du moment où vous faites le lit à des contradictions internes que vous n'arrivez pas à résoudre, c'est en ce moment-là que vous créez le lit à des dangers. Voici pourquoi on dit, au lieu de remplir les armureries de tous les missiles ou de tous les, je sais pas moi, de toutes sortes de bombes nucléaires là, on peut s'asseoir et puis discuter. Ça ne nous coûte rien. Ça nous coûte un local climatisé et puis ça nous coûte juste le café, hein, qu'on va mettre pour ceux qui vont discuter là. Ça va nous coûter juste ça. Ça représente quoi par rapport à bourrer le pays d'armes? Donc tu vois, Ismo, moi je suis bien d'accord qu'on peut s'effrayer en disant que bon, on va se cacher, on va s'abriter derrière des arbres. Mais ça ne va nous procurer de la sécurité que pour très peu de temps. Pour vraiment très peu de temps. Voilà, parce que n'oublions pas que le militaire qui porte l'arme là, c'est quelqu'un qui vit dans son pays, qui voit les contradictions internes de son pays. Et voici pourquoi dans un cas comme celui du Bénin, au lieu de passer son temps à accuser les pays de l'AES, il faut demander comment ça se fait que des soldats béninois, notamment de la force d'élite, parce que ce qu'on oublie, ceux qui ont fait le coup sont de la force d'élite de l'armée béninoise, l'équivalent de nos forces spéciales. C'est eux qui ont fait le coup, la garde nationale, c'est eux qui ont fait le coup. Pourquoi ils ont fait le coup? Dans la politique béninoise, les contradictions qui étaient si insolvables qu'une partie de l'armée s'est sentie obligée d'intervenir dans le débat public, dans le débat politique public. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au lieu de raisonner en se posant ce genre de questions et puis voir comment faire pour que... 30 secondes là, c'était Oui, oui. Comment faire pour que nous, notre pays, soit épargné de ce genre d'aventure-là? Non, on se cache derrière une illusion qui est que si on remplit le port d'Abidjan de toutes sortes d'armes et d'hélicoptères de guerre et d'avions de guerre, alors on sera en paix. Je pense que l'exemple du Bénin même est là pour nous prouver que ce n'est pas une solution. Au lieu de... Voilà. Merci. Une petite question pour Serge. Ok. Serge, les gars là se sont révoltés parce que tu dis comment c'est parce qu'il y a eu des choses ils se sont impliqués dans le débat public ou politique, un truc comme ça. Est-ce que c'est là ils t'ont donné les raisons de leur je sais pas coup d'état ou quoi? Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit?
Ok, bon, moi, je prends le temps souvent d'écouter les concernés. Et les concernés Ok. ont fait un certain nombre de communiqués. Et dans les communiqués qu'ils ont pondus eux-mêmes, il y a un certain nombre d'éléments que quand vous vérifiez, vous rendez compte qu'ils n'ont pas inventé. Par exemple, ils disent que les élections au Bénin qui arrivent là, toute l'opposition, notamment les grands partis, ne peuvent pas participer. Parce que le président Talon a verrouillé le système électoral béninois de sorte qu'en dehors de son camp, personne ne peut participer. Même aux législatives. À aucune autre élection. Ils disent que pendant que la Cour constitutionnelle a validé les candidatures, c'est en ce moment-là que Patrice Talon, après la validation des candidatures, c'est en ce moment que Patrice Talon vient faire une modification constitutionnelle où il crée un nouvel organe politique qu'on appelle le Sénat, et puis il dépouille un certain nombre d'institutions, notamment l'Assemblée nationale, en faveur de ce Sénat-là. Et ils disent que la décision, enfin le vote pour les modifications constitutionnelles de Patrice Talon, là, se sont passés dans un environnement très hostile. On dit même qu'il y a eu de la magouille. Mais tu vois ça là, c'est des problèmes sérieux que les gens posent. Est-ce que dans un État, il est normal qu'un pouvoir, au nom de sa pérennité, c'est-à-dire parce que lui, il veut se pérenniser au pouvoir, est-ce que on lui permet de modifier la Constitution ou bien de manœuvrer de sorte que même pas un autre candidat ne puisse se présenter? C'est la question réelle qu'il faut se poser. Peut-être que la solution qu'ils prennent n'est pas la bonne. Mais est-ce que les questions qu'ils mettent sur la table, là, c'est de mauvaises questions? Non, ce sont de bonnes questions. Pendant combien de temps en Afrique de l'Ouest, on va considérer que, exclure par des moyens artificiels toute opposition politique, pendant combien de temps on va considérer que ça, là, c'est normal? Pendant combien de temps? Je vous rappelle qu'au Mali, le coup d'État vient à la suite de ce que pendant les élections législatives, l'opposition a fait des marches parce que le pouvoir de Ibeka empêchait les autres candidats, notamment ceux de l'opposition, de se présenter. On oublie ça toujours. On oublie que le coup d'État des Assimi Goïté, là, c'est parti de là, hein, c'est parti d'élections législatives. Mais pendant combien de temps l'exclusion des autres du jeu politique va continuer? Et puis après, quand on a des situations difficiles à vivre comme les coups d'État, on est étonné, on pense que bon, c'est venu du ciel. Et comme on ne veut pas approfondir la question, peut-être parce qu'on a un penchant pour le pouvoir en place, alors on va se créer des ennemis extérieurs. On dit, ah oui, c'est AES. Aujourd'hui, l'AES est devenu le cache-sexe de toutes nos faillites démocratiques. Ok, C'est-à-dire que dès qu'on a échoué là, on dit que c'est AES. Mais le cas se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, c'est malsain de parler politique. Dès que tu dis quelque chose, on dit, ah ouais, c'est parce que vous êtes pro-AES. Ok, On va merci, continuer ça là Serge. combien de temps? Ok, merci. Ok, Ismo, merci. Merci. Moi, je pense que je m'excuse, Ismo. Diamous, je pense que c'est la première fois qu'on te voit, mais il n'y a pas d'injure ici, s'il vous plaît. Ok? C'est un débat normal et pas d'injure. Go, Ismo. ok, merci, hein. Moi, je pense que Serge fait beaucoup d'amalgames, hein. Je suis vraiment désolé. Mais quand on parle de sécuriser le pays, c'est justement pour permettre le débat à l'interne. Parce qu'il n'y a pas de pays s'il n'y a pas de sécurité dans le pays. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de débat. Donc, le but qu'un pays s'arme, c'est pour justement préserver ce débat-là. Il faut faire attention, tu vois. Voilà. Ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que si aujourd'hui, l'exemple qui est donné, c'est le Mali. Voilà. Ils ont fait un coup d'État parce que il y avait des dysfonctionnements et tout, mais eux-mêmes sont au pouvoir aujourd'hui.
Est-ce qu'ils respectent la constitution qu'ils ont votée eux-mêmes? Ça veut dire quoi? On doit leur faire un coup d'État aussi. Est-ce que eux-mêmes ils fonctionnent bien économiquement? La stabilité du pays, la sécurité pour laquelle ils ont pris le pouvoir aussi, en partie. Est-ce que il y a la sécurité aujourd'hui au Mali? Non. Est-ce qu'on doit faire un coup d'État? Quand les Maliens qui dorment dans les stations-service là, ils peuvent aller s'armer pour venir faire un coup d'État. Vous voyez, c'est pas de cela qu'il s'agit. Le débat à l'interne, on peut l'avoir. Il peut y avoir de l'injustice à l'intérieur, mais on doit toujours continuer à dénoncer cela. On doit toujours continuer à dénoncer cela. Le combat doit continuer à l'interne. S'il n'y a pas de dialogue entre le pouvoir et l'opposition, on doit toujours travailler dans ce sens-là. Critiquer cela afin que le pouvoir s'asseye. Critiquer cela afin que l'opposition aussi s'asseye. Et que les deux s'asseyent et discutent. Voilà. Est-ce que cela empêche réellement qu'un pays s'arme et se protéger des velléités venant de l'extérieur? Ou encore, justement, des ingérences extérieures? Voilà. Moi, je l'assume et je n'ai jamais eu de complexe pour ça. C'est-à-dire que si je peux appeler les États-Unis pour venir stabiliser la Côte d'Ivoire, je le ferai. Aucun souci. Aujourd'hui, le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Que vous soyez à Taïwan, que vous soyez en Chine, que vous soyez en Russie, le monde est comme ça aujourd'hui. Voilà. Awado Melo, qui était du PPACI, qui est venu ici dans la politique ivoirienne, ok, et qui est très lié à la Russie. À la Russie où on a Vladimir Poutine qui est au pouvoir et qui garde le pouvoir et qui élimine tous ses opposants et tout. Et qui est là. Mais leur débat interne, ils le font. Il y a des opposants en Russie qui dénoncent cela. Mais ça n'empêche pas la Russie d'être l'une des puissances militaires du monde. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il nous faut, nous aussi, en Côte d'Ivoire. À aucun moment, moi, j'ai dit ici qu'il faut acheter des armes pour s'attaquer à l'opposition ou au pouvoir, où je ne me positionne ni de l'opposition ni du pouvoir. La Côte d'Ivoire a le droit légitime de s'armer, d'acheter des armes pour protéger ses citoyens. Voilà. Quand on voit que dans toutes nos frontières, c'est des gens qui prennent le pouvoir par la force des armes et qui en ont contre le mode de gouvernance de la Côte d'Ivoire, qui en ont honte contre les partenariats stratégiques de la Côte d'Ivoire, alors qu'eux se donnent le droit d'avoir des partenaires stratégiques, d'avoir des étrangers sur leur sol. Des pays qui ne sont même pas souverains du point de vue territorial. C'est-à-dire que quand tu vois le Mali, qui est aujourd'hui occupé en partie par des terroristes un peu partout, et qui est en train de se battre avec d'autres étrangers, avec la Russie pour les aider à récupérer tout ça. Le Burkina, pareil. Le Niger, pareil. Et pourquoi est-ce que nous, on ne le ferait pas? Est-ce que ça les empêche d'avoir leur débat à l'interne? Est-ce que ça empêche Assimi Goïta de mettre tous les politiciens en prison ou bien de dissoudre les partis politiques? Non. Est-ce que ça change quelque chose à l'interne? La collusion, corruption, gabégie, qui étaient censés venir corriger, ils poursuivent ça dedans. Mais il y a des Maliens qui dénoncent cela. Le débat à l'interne se fait. C'est fondamental. Parce qu'il n'y a pas de débat s'il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de pays s'il n'y a pas de sécurité. Et notre sécurité, là, on doit miser dedans. Oui, il y aurait un prix à payer par tout le monde. Mais ce prix-là, c'est notre liberté. Voilà. Le monde, aujourd'hui, est en train de changer drastiquement. L'exemple de Kadhafi, l'exemple de Saddam Hussein, l'exemple de la Syrie et tout, oui. Ce sont des exemples, justement. Ces pays ont signé des partenariats stratégiques de défense et tout, mais ça n'a pas fonctionné. Ils avaient des amis qui pouvaient les aider, ça n'a pas fonctionné parce que c'était dans un autre monde. Aujourd'hui, on est dans un autre monde où, aujourd'hui, là, les règles d'avant ne fonctionnent pas du tout. Tu peux compter sur quelqu'un et puis à la dernière minute, la personne va te décevoir. Donc, c'est préférable que la Côte d'Ivoire, le président actuel, ou le président d'après, que ce soit le président Ouattara ou que ce soit n'importe lequel des Ivoiriens qui deviendra président, prenne soin sur lui de armer notre pays pour ne pas que de petits bandits, de petits braqueurs, de petits voyous viennent prendre le pouvoir et nous mener vers une aventure ambiguë. Parce que c'est cela.
Parce que n'importe quel bandit, braqueur, peut venir avec 3, 4, 10 personnes, prendre le pouvoir et nous imposer un mode de développement, une vision qui ne sait même pas où il s'en va lui-même. Aujourd'hui, Assimi Goïta, quels ont pris le pouvoir, ils avaient quelle vision? Ils avaient quelle stratégie? Aucune vision, aucune stratégie. Ils ont mené ce peuple-là. Président de retour, président. Ils ont mené ce peuple-là à l'aveuglette, comme aujourd'hui, vraiment Traoré, il mène ce peuple-là à l'aveuglette. Il a même abandonné la lutte contre le terrorisme, il a abandonné. Et ça, c'est une réalité. Parce que c'est des gens qui pensent qu'en fermant, en muselant les gens, en empêchant les médias internationaux, en empêchant les investigations, la vérité ne va pas sortir. Il a abandonné la lutte. Aujourd'hui, il veut faire quoi? Ce qu'il veut laisser dans la mémoire des Burkinabés, c'est que lui, c'est un bâtisseur. Il va construire des routes, il va faire ceci, il va faire cela. Mais le fondamental, qui est la sécurité, il a plus de 100 000 ressortissants burkinabés qui sont à l'extérieur. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout. Ben, je pense que fondamentalement, il doit les ramener dans son pays d'abord. Ça, c'est la priorité. C'est ce qui arrive. Moi, je ne veux pas que mon pays tombe dans la main des aventuriers, des gens qui n'ont aucun programme, aucune vision, aucune stratégie, qui n'ont que des délires, qui vont nous nourrir de slogans. C'est pas une question d'AES, c'est une question d'efficacité. Qu'est-ce qu'on recherche? L'efficacité. Peu importe les méthodes que vous utilisez, au final, qu'est-ce qu'on cherche? L'efficacité. Il faut essayer de chuter dans 30 secondes. Voilà, je chute pour dire que tout ce qu'on pose comme action, ce qu'on recherche là, ce sont des résultats efficaces. Et moi, je souhaite que mon pays soit armé pour faire face à tout ça. Quand on va être sécurisé, et ça va nous permettre même de mieux faire le débat à l'interne, en sécurité. Ce n'est pas pour attaquer les Ivoiriens, ce n'est pas pour attaquer quelqu'un d'autre. Non, c'est pour protéger le pays et les Ivoiriens. Point final, c'est pour ça que je dis que tu fais beaucoup d'amalgame quand je parle de armer la Côte d'Ivoire. Un pays sérieux doit être capable de s'armer et d'avoir des alliés stratégiques. La France, les États-Unis, le Canada et tout. Moi, j'ai aucun problème, même la Russie, j'ai aucun problème pour nous sécuriser. Merci. Canif. Attends, Canif. Non, en fait, il te laisse refaire il te laisse parler. Non, je vais même pas parler. En fait, c'est pour vous dire que, bon, mon heure est arrivée, il est 1h30. Demain matin, j'ai boulot. Va crever en paix, va crever en paix. Daouda, merci, à toi de même. Ok, d'accord, Canif, c'est vraiment mon heure, il faut que j'aille me coucher un peu. Merci beaucoup alors, merci. Demain, je me réveille. Ok, bon, merci beaucoup aux uns et aux autres, hein. Voilà, merci. Merci. Bonne arrivée, Tonton Guizo. Diamous, t'es là? Diamous, t'es là? Ok, Tonton Guizo, bonne arrivée. Hein. Écoute. Ok, merci de me faire la place. Alors, j'avoue que le débat était quand même intéressant. J'étais en bas, j'écoutais. Je suis un peu désolé que le frère Serge soit parti aussitôt. Mais je pense que quand quelqu'un parle quelquefois, il faut bien l'écouter et sonder son langage, quoi. Et puis éviter d'être long en lui apportant une réponse. Aller directement à ce qui est essentiel. Quand Ismo est arrivé, il a mis en avant l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de demander et d'obtenir l'assistance de pays qui sont en capacité de nous donner un coup de main dans le domaine militaire. Alors, la justification de Serge, d'ailleurs même lui a coupé la parole à Ismo pour dire, dans ce cas, tu veux donc que on abatte nos armées, qu'on les dissolve et qu'on appelle en renfort, n'est-ce pas, des puissances étrangères comme la France pour venir, n'est-ce pas, prendre leur place. Faisant comprendre par ce discours qu'il n'était pas bon de recourir à des partenaires stratégiques. Alors, Ismo va sur le deuxième volet. Il dit qu'il est important
que notre pays se dote lui-même en matériel militaire et que nos hommes de troupes qui sont sur le terrain soient suffisamment outillés et bien équipés. Il revient encore pour dire, d'accord, on peut remplir tous les magasins, le Kalachnikov et autres, mais ça ne servira à rien. Du coup, une idée claire ressort. C'est que la Côte d'Ivoire ne doit pas se doter de matériel. Elle ne doit pas non plus faire recours à des partenaires stratégiques pour assurer sa défense. Donc c'est un pays qui doit au maximum s'affaiblir pour être la proie, notamment, et éventuellement, de tout ce qu'il y a aujourd'hui comme menace globale dans le monde. Donc voilà une idée qui est mise en avant, que vous ne lui avez pas demandé d'éclaircir, d'éclairer, de préciser, pour que l'auditoire puisse comprendre ce que lui veut. Comment tu dis un pays ne doit pas faire recours à des partenaires stratégiques? Et encore, il doit éviter de s'armer. Alors comment il a su un minimum de défense, de protection pour son territoire et pour les citoyens qui sont sur ce territoire? Comment il fait? Je suis déçu que vous n'avez pas posé cette question. Alors, ceci étant, au même moment où il défend la Côte d'Ivoire de recourir à tous ces éléments stratégiques, il fait l'apologie de ceux qui ont pris des armes dans d'autres pays pour renverser leur gouvernement. Il justifie. C'est une démarche insidieuse utilisée depuis un moment par une partie des gens en Côte d'Ivoire pour insérer dans l'esprit d'une catégorie de gens l'idée de voir cette prise de pouvoir en toute rupture avec l'ordre constitutionnel, pour voir cela comme étant la solution d'acquisition du pouvoir. C'est-à-dire, il faut constamment faire l'apologie de ceux qui ont fait les coups d'État à côté, parce qu'on espère que chez nous-mêmes, ça va arriver un jour, et en ce moment, on n'aura plus une avance dans la justification de ces choses-là. Ces gens ne défendent pas les gens qui ont fait coup d'État dans les pays autres, parce qu'ils les aiment. Non. Parce qu'ils espèrent que ça va arriver en Côte d'Ivoire, et ils pourront déjà, puisqu'ils se sont exercés longtemps pour pouvoir justifier ces choses, ils pourront mieux le faire quand ça va arriver. C'est tout l'esprit. Moi, je ne me fatiguerai pas à faire une longue explication à ces gens qui ne sont pas en réalité là pour chercher des explications. Donc, voilà un peu un état d'esprit pour lequel je me pose des questions. Pourtant, les États-Unis même qui sont la première puissance militaire dans le monde, ont eu à projeter sur des théâtres d'opérations extérieures des groupes privés de combat. C'est-à-dire, ils ont eu recours à des contractuels, des entreprises de gardiennage, de mercenariat sur des théâtres de combat extérieurs. Ils en ont abondamment fait usage, par exemple en Afghanistan. Ils auraient pu, ils ont une puissante armée, ils auraient pu carrément directement se servir de leurs militaires pour écraser l'adversaire sur le terrain. Mais quand ils ont vu que le combat était tellement rude, ils ont fait recours à des groupes privés. Le gouvernement a décaissé de l'argent pour payer des entreprises de sécurité privées, des entreprises de mercenaires, pour les déverser sur le terrain, laissant de côté son armée régulière. L'Angleterre, là, c'est une puissance nucléaire. Mais à l'heure où on parle aujourd'hui, là,
il y a plus de 10 000 hommes de troupes américains basés sur le sol anglais. L'Angleterre n'a jamais été battue dans une guerre. Mais ils acceptent sur leur sol plus de 10 000 hommes de troupes américains. Ils ont cédé la base de Diego Garcia aux Américains dans les années 80, faisant de cet archipel-là, cette île-là, une base militaire américaine à part entière. C'est vrai, aujourd'hui, le statut de Diego Garcia est en train de balancer, est en train de bouger, mais c'était un territoire anglais. Dans ces années-là. Donc, cette stratégie qui consiste à nouer des partenariats qui puissent nous, en cas de besoin, renforcer nos capacités, mais c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Les pays même les plus puissants, les États-Unis et plusieurs pays européens, qui ont une grande capacité de déploiement de moyens militaires, ont trouvé le moyen de se mettre ensemble pour former une force de défense qu'on appelle OTAN. Et vous voulez que la Côte d'Ivoire s'isole. Mais pourtant, ces pays où ces gens ont renversé leur gouvernement et ils ont noué une solidarité de surface, de façade, pour protéger leur pouvoir. Eux-mêmes, ils se sont alliés. Eux-mêmes, ils se sont alliés. Et ils ont donné un nom à cette alliance. Moi, j'entends quelquefois des gens dénigrer systématiquement tout ce qui est de la Côte d'Ivoire. Ils disent que c'est leur pays. Je suis bien curieux. Le frère qui est parti, il mettait en avant le fait que en Côte d'Ivoire, il y a une partie des Ivoiriens qui ne se sentent pas impliqués dans le débat public. Mais moi, je ne sais pas ce qu'on appelle débat public dans ce cas. C'est des concepts que les gens énoncent, que moi j'aimerais bien, je serais heureux de les entendre définir. Parce que pour faire un bon débat, une bonne discussion, il faut se mettre d'accord sur la définition des concepts utilisés. C'est quoi le débat public auquel vous n'avez pas accès? Est-ce que c'est le fait de pouvoir se retrouver sur un espace public, médiatique, et échanger des idées, défendre sa position? Est-ce que c'est ce débat public-là auquel on vous a fermé la porte? Ou alors c'est quoi l'autre forme de débat public? C'est la participation aux échéances électorales au cours desquelles le peuple, la population, désigne ses représentants dans les instances de gouvernance. Est-ce que c'est cette forme de débat public dont on parle? Ou bien le débat public dont vous parlez, c'est la liberté que vous voulez qu'on vous donne de venir injurier publiquement, appeler au meurtre publiquement, appeler à renverser les institutions publiquement? C'est ce type de débat public? Quand on n'a plus d'arguments, on patauge dans la boue du raisonnement. Parce que c'est vrai, ça fait un bon moment, jusqu'après, je vais dire juste avant les élections, on a bien remarqué comment, n'est-ce pas, ses frères et les autres d'en face s'exprimaient dans ce pays. D'autres sont à l'étranger, d'autres sont bien dans le pays. Mais cette façon acerbe qu'ils avaient de s'exprimer, injurieuse à la fois même quand ils parlaient d'un pays dont ils se réclament, qui est la Côte d'Ivoire. Comment peut-on, avec des pays qui ont décidé manifestement, ouvertement d'être hostiles à un pays dans lequel tu vis en sécurité avec ta famille,
où tu as un emploi qui te procure de quoi vivre, où tu vas paisiblement à ton emploi chaque jour. Tu reviens dans la paix chaque jour. Des gens à la tête de d'autres pays profèrent constamment des menaces et des accusations gratuites contre ce pays. Tu trouves un moyen de les justifier et d'amplifier leurs accusations au détriment de ton pays. Donc moi je me pose la question de savoir si vous êtes vraiment de ce pays. Êtes-vous des Ivoiriens? Parce que la première chose que nous devons faire, tous Ivoiriens, pas d'accord sur tous les principes à l'intérieur de notre pays, notre premier réflexe, quand l'attaque vient de l'extérieur, c'est d'abord de sécuriser nos frontières. Après, le débat reprend entre nous. Quel pays au monde où tous les citoyens sont d'accord sur tout et ils s'embrassent tous les matins sur la bouche? On n'a pas besoin d'être tous d'accord dans ce pays. Mais au moins, on a besoin de garantir une sécurité pour que celui qui n'est pas d'accord avec quelque chose puisse le dire librement dans le pays, comme Ismo le disait. Nous devons garantir nos frontières pour qu'à l'intérieur de ces frontières, nous ayons nos divergences. Je vous en prie. Je suis là, tu peux leur donner la parole. Ok. Koro Ismo. Ou bien, Président, tu es là? Oui, je suis là. Ok, Ismo, faut continuer. Là. Oui, merci beaucoup. Hein. Moi, je pense qu'il faut, comme je disais tantôt, là, il y a beaucoup d'amalgames que les gens font. Parce que le débat politique à l'interne, il peut avoir des perceptions d'injustice, vous voyez, et le débat est fait. On en discute et je vais dire, par exemple, quand on prend l'exemple de M. Talon qui a eu à modifier certaines choses au niveau des institutions et tout ça, mais tout ça, c'est le débat politique. S'il a la majorité et qu'il peut décider. Aux États-Unis, Trump aujourd'hui veut faire des modifications. Au Canada, ceux qui arrivent au pouvoir comme Premier ministre, quand ils arrivent, ils font plein de modifications. L'opposition n'est pas forcément d'accord. S'ils sont majoritaires, ils vont faire leurs modifications institutionnelles. Ils vont le faire à la limite de ce que la loi leur permet de faire. C'est comme ça. Si tu arrives en Côte d'Ivoire aujourd'hui, que tu as la majorité et que tu veux faire des modifications, ben, selon la loi, tu fais ces modifications. Le jour où quelqu'un d'autre va arriver au pouvoir qui n'est pas d'accord avec ça, que la loi lui permet, il va faire ces changements. Toujours dans le cadre de la loi, c'est comme ça. Est-ce que pour ça, on doit faire un coup d'État? C'est-à-dire que le prix du pain a augmenté, on fait coup d'État. On n'est pas d'accord avec la couleur des mèches de cheveux d'une femme, on fait un coup d'État. Vous pensez que le pays va aller où avec ça? Et pendant ce temps, ceux qui soutiennent les putschistes du Sahel sont ceux-là même qui réclament plus de démocratie dans leur propre pays. Pourtant, ailleurs, l'autre côté où ils acclament, où c'est des héros, on a dissous les partis politiques. Il n'y a pas de partis politiques, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de débat politique à l'interne. C'est la vision d'un groupe armé, point final. Tu adhères ou tu sors du pays, ou tu vas en prison, ou on t'envoie à Williamsville. Voilà comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est pas ce qu'on veut. On veut que le débat à l'interne soit vrai. Voilà. Et moi, j'estime que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est menacée. La Côte d'Ivoire est menacée par la propagande russe. La Côte d'Ivoire est menacée par des velléités, des vendeurs de chaos, comme je les appelle, des vendeurs de pagaille, comme je les appelle. Et la Côte d'Ivoire était dans les viseurs. Quand on regarde les faits, quand on regarde l'analyse, la chronologie, quand on voit toutes les accusations qu'Ibrahima Traoré portait sur la Côte d'Ivoire, vous voyez, ça avait commencé par Tchiani, mais Ibrahima Traoré l'a pris et il a martelé. C'est le même modus operandi qui a été utilisé par M. Tchiani contre le Bénin. Matin, midi et soir, il est sur le Bénin. Quand un oiseau survole Niamey, c'est parce que c'est un rafale français qui passe sur Niamey pour menacer son pouvoir. Parce qu'il préparait les esprits à cela. Et le Bénin était ce qu'on appelle
leur projet pilote. Vous voyez, un peu comme un brouillon. Comme le Bénin, c'est un plus petit pays, ils vont essayer ça là-bas. Si ça fonctionne, là, ils vont le tester sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et je ne sais pas ce qui les retient. Parce que leur objectif, là, c'était d'utiliser les VDP que vous voyez là, qu'ils forment en armes pour utiliser contre une rébellion contre la Côte d'Ivoire. Vous savez, et ça, le gouvernement n'est pas en reste de cela. Voilà pourquoi c'est important qu'on s'arme et on se protège. Vous voyez, c'est très important que la Côte d'Ivoire se dote d'armements dissuasifs. Voilà. Et de partenariats dissuasifs. Parce que on a un élan qui est amorcé depuis un certain temps. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. Mais au moins, on a cette stabilité-là. On est revenu à cette stabilité qu'on avait eue au temps d'Oufoué. Et il faut la préserver. Tout en discutant, tout en demandant plus d'ouverture du débat démocratique. Ça peut se faire. Est-ce que pour ça, il faut s'allier? Aujourd'hui, on le voit. On voit les accointances. Vous voyez, avec les gens de l'AES, quand on cite l'AES, et tous acclament. Parce que, justement, Ibrahima Traoré qui est là, qui a juré que lui, son rôle là, c'est d'éveiller les consciences des gens, alors que lui-même, intellectuellement, il a endormi. Il est complètement endormi, ce monsieur. Vous voyez? Donc, moi, je peux pas accepter ça. Moi, je peux pas accepter ça. Je veux que mon pays soit fort. Voilà, je veux que quand un pays voisin réfléchisse à 2 fois avant de vouloir s'impliquer. Regardez le Rwanda. Est-ce que vous connaissez la taille du Rwanda? Le Rwanda, c'est un petit pays, un tout petit pays. Un tout petit pays. Et puis regardez le Congo. Ce que le Rwanda monte au Congo. Mais c'est ça. Il faut que la Côte d'Ivoire soit comme ça. Comme la Corée du Sud dans la région. Voilà. On va être développé. On va être sécurisé. Et on va être fiers. C'est ce qu'il nous faut. Je m'arrête là pour l'instant. Jean-Guy, tu veux dire, c'est entre vous deux hein, actuellement là. Non, on vous écoute. Mais il faut demander s'il y a quelqu'un en bas qui veut envoyer de la contradiction. Quand c'est Oui, comme ça, j'ai demandé ça. Il a demandé. On va laisser ton Guizot répondre. Non, mais en fait, Ismo n'a pas dit quelque chose de travers. Il n'y a rien en biais, donc on n'a pas à contredire ou à redire. Mais je veux dire, c'est toujours sur des questions d'ordre périphérique. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est vrai que ceux qui tiennent l'opposition rigide aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont utilisé un certain nombre d'armes qui n'ont pas fait d'effet. D'armes politiques n'ont pas fait d'effet. Ils ont voulu, n'est-ce pas, y aller avec le bras de fer. Ils sont allés par les menaces. Ils ont, à un certain moment, semé la peur dans les esprits. Ils ont incité, par des discours sur les plateaux de télévision, incité les populations, n'est-ce pas, à sortir, à s'élever contre... Mais toutes ces choses n'ont plus marché et une élection s'est tenue. Et vous voyez, hein, d'ailleurs, c'est très révélateur. Toutes les agences de notation étaient un peu crispées avant les élections en Côte d'Ivoire. Elles étaient prudentes. Elles ont accordé une notation très prudente à la Côte d'Ivoire. Pas dégradée, mais très prudente. Voilà. Aujourd'hui, juste après l'élection, les notes ont commencé à grimper pour la Côte d'Ivoire. Ce sont des facteurs qui sont révélateurs, qui sont très intéressants et sur la base desquels aujourd'hui, ceux qui voudraient s'opposer réellement en Côte d'Ivoire à l'action du gouvernement se trouvent totalement anéantis. Donc, il faut sortir par quel bout? Quel est l'élément probant aujourd'hui qui, de façon officielle, mais légale,
peut être un élément de contradiction ferme pour le pouvoir en place. Ils n'ont pas longtemps réfléchi à une stratégie très sérieuse d'occupation du terrain. Ils sont restés dans les stratégies, dans les discours, dans les actions, dans les postures de rupture. Ça n'a plus payé puisqu'ils ont estimé, ils ont vraiment espéré. Ils ont espéré que cette prise du pouvoir chaotique allait fonctionner. Je ne sais pas où ces gens regardent. Je ne sais pas comment ils réfléchissent même vraiment à la question. Et longtemps, ils ont vraiment encensé ces personnes qui ont pris le pouvoir dans leur pays par les armes. Moi, je suis surpris. Moi, j'ai vu dans le courant de cette année, je crois l'année passée, où ces gens avaient procédé à des coups d'État et que nos militaires au Mali, par exemple, 49, avaient été mis aux arrêts. Moi, j'ai vu l'ex-président Laurent Gbagbo, je suis un pupitre, je crois que c'était à Zopé, déclarer que oui, eux, ils ont des amis au pouvoir dans ces pays, donc eux, ils sont aptes à traiter la question. Alors, après, je me suis posé des questions. J'ai dit, mais à partir de quel moment ces gens sont devenus les amis de M. Gbagbo et de sa formation? Puisque c'est des gens qui étaient dans le parfait anonymat juste avant de prendre le pouvoir par les armes. Ils étaient ses amis quand ils étaient des soldats de terrain, ou bien ils sont devenus ses amis subitement parce que, et à cause de ce que ils sont venus au pouvoir, de la façon dont ils sont venus au pouvoir. Ça a tourné dans mon esprit pendant longtemps. Parce que je suis surpris. Parce que personne ne va venir témoigner ici devant nous que Assimi Goïta là, Gbagbo et lui se connaissaient il y a longtemps, qu'ils se fréquentaient. Donc c'est quelqu'un qui est venu simplement ajouter de l'eau au moulin de jeunes gens qui dans leur pays ont usé d'une voie inappropriée pour renverser leurs institutions. C'est simplement les encenser. Parce que justement, ce qui a été nourri dans l'esprit de ces partisans et d'une certaine partie de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a de l'espoir pour que eux, ils se servent de cette même méthode pour parvenir au pouvoir. Mais les époques ne se ressemblent pas. Et ce qui est vilain chez un homme, c'est de ne pas tirer des leçons d'un passé. Que ce passé soit bon, ou que ce passé soit mauvais. Surtout quand il a été mauvais, il doit nous donner des leçons. C'est pour ça, moi j'apprécie la méthode très taiseuse du président Ouattara. C'est un homme très pragmatique. Parce que la question de la gestion d'un pouvoir, qui est une grande responsabilité pour une personne ou pour un groupe de personnes. Donc, il implique de veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Une tâche aussi sensible mérite que celui qui en est chargé soit quelqu'un de lucide et soit quelqu'un de très attentif. Donc, pendant que eux, ils s'agitent, pendant qu'eux, ils essaient d'agiter les esprits, lui, il travaille sur la matière. Donc, les deux méthodes sont différentes. Et aussi, le résultat, on le voit à l'arrivée. Tout ce que le président Ouattara fait dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, certains ont commencé à produire des fruits. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens, les meilleurs fruits même sont dans les prochaines années. Parce que pour le moment, on est encore en train de planter. Il est en train de mettre des plants dans la terre. Les véritables fruits vont éclore dans les années
qui vont suivre. Et donc, si nous ne pouvons pas ensemble, moi je ne sais, moi je m'imagine, si vraiment il y a une déflagration en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'imaginent ces gens qui prient constamment pour que l'ordre constitutionnel soit troublé? Qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Que c'est à eux on va faire la part belle? Moi j'ai vu l'exemple en Guinée et ça m'a déçu cet exemple-là. Vraiment ça m'a... Il y avait l'opposant historique, Cellou Dalein Diallo, dont le parti même est dans l'international libéral avec l'ex-RDR et aujourd'hui le RHDP. Dès la prise de pouvoir de Doumbouya par les armes, renversant le président qui était là, Cellou Dalein Diallo a félicité cette prise de pouvoir. J'ai été surpris de cette félicitation. Il a remercié, il a félicité Doumbouya et tous les militaires qui ont pris le pouvoir. Il a justifié, curieusement, malheureusement pour lui, dans les jours qui ont suivi, le système militaire qui s'est installé a commencé à s'attaquer directement à lui-même et à tous ses biens. Au point qu'aujourd'hui, il se retrouve en exil. Ils ont rasé sa maison. Ils ont saisi plein de ses biens. C'est des choses qui ne profitent pas. Quand le désordre arrive, avant même que ce désordre devienne un ordre dans le futur, les premières heures, la personne est à l'abri. Heureusement, fort heureusement, que nous avons des dirigeants lucides et qui travaillent fortement dans le sens de préserver l'atmosphère de paix dans cette Côte d'Ivoire. Merci. Merci, tonton Guizot. Maintenant, peut-être ça va changer le débat. Maintenant, ils nous disent qu'ils ont créé une banque, qu'ils ont 500 milliards dans le compte. Qu'est-ce que vous en dites? Ismo, comme c'est toi, tu es au milieu de plusieurs fois là. Oui, merci. Vous savez que on peut tout faire dans le monde là. Moi-même, je peux créer une banque, hein, tu vois. C'est pas une mauvaise chose. Moi, je dis toujours, comme j'ai parlé tantôt, j'ai dit, ce sont les résultats qu'il faut regarder. Qu'est-ce que ça va donner? C'est une initiative. C'est pas mauvais qu'il décide de créer une banque qu'il considère comme étant une banque souveraine et tout. Mais sauf que avec un fonds de 500 milliards qu'ils vont amasser, ils l'ont pas encore amassé là, ils l'ont pas encore mis là. Mais c'est pas des contributions qui vont le faire. Mais est-ce que la CEDEAO n'avait pas déjà une banque, la BICD, qui avait un fonds d'environ presque, ils sont partis de 1 milliard, 1,5 milliard, ils sont aujourd'hui à 3,5 milliards d'euros, de dollars. Eux, c'est 500 milliards de francs CFA. Donc, quand tu convertis 3,5 milliards, qui est le capital aujourd'hui de la BICD, ça fait quand même beaucoup. C'est une banque qui est super puissante. Et juste pour votre information, le Mali, le Burkina et le Niger, surtout les deux premiers, Mali et Burkina, c'est les pays qui sont encore actionnaires à la Banque de développement, d'investissement et de développement de la CEDEAO. Et ils sont partie prenante dedans. Ça a été négocié avec la CEDEAO pour qu'ils restent dedans. Donc, on dit la CEDEAO n'a rien fait du tout, que la CEDEAO n'est pas bonne, que la CEDEAO, on doit la détruire, mais néanmoins, c'est pour ça que j'ai dit que il y a des discours qui sont adressés souvent à des analphabètes, puis il y a des discours qui sont adressés à des personnes quand même qui sont un peu éduquées. Vous voyez? Parce que eux, là, ils disent que la CEDEAO n'a rien fait, mais ils sont membres, actionnaires même, de la banque de développement mise en place par la CEDEAO. Ils sont aussi membres de la DIABA, qui est l'institution de la CEDEAO de lutte contre le blanchiment et tout ça, des irrégularités financières et tout. Ils sont membres. Vous voyez?
Et ça, ce sont des institutions de la CEDEAO. Donc, la banque qui va arriver là, une chose est de créer une banque, hein. C'est comme vous voyez, il y a des débats sur les hôpitaux qu'on crée et tout ça. Il faut que ce soit fonctionnel. Il faut que ça produise les résultats escomptés. Il faut que ce soit opérationnel. Plein de choses, plein de choses, plein de choses. La CEDEAO a mis plusieurs institutions en place depuis plus de 60 ans. Mais ces institutions fonctionnent avec des résultats tantôt meilleurs ici, tantôt mitigés là. Mais ça va être pareil, c'est pas un miracle. Créer une banque, ça ne résout pas tous tes problèmes, ça ne résout pas tes problèmes. Au contraire, si tu ne fais pas attention, ça va rajouter encore à tes problèmes. Mais c'est une belle initiative pour eux, vu qu'ils sont séparés, ils vivent dans leur zone. Mais il ne faut pas s'attendre à un miracle non plus. Tu vois? Voilà. Il ne faut pas s'attendre à un miracle non plus. C'est une banque, c'est tout. Et puis, ben, une banque d'investissement qui vont dédier aux infrastructures, qui vont dédier au désenclavement de certaines localités, qui vont dédier à certaines réalisations qu'ils considèrent comme étant vitales pour eux. L'accès à l'eau, aussi tout ce qui va être lié peut-être aux écoles et tout ça, aux hôpitaux et tout. Mais c'est correct, mais c'est des choses qui se font déjà dans la CEDEAO. Et quand vous regardez leur participation à la CEDEAO, vous comprenez, hein, ils étaient aux alentours de 2 à 3%. Et les plus grands détenteurs restent la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est pas parce que vous créez une banque que ça va changer quelque chose. Non. Et que, parce que maintenant, il faut savoir encore, est-ce que le capital de cette banque-là va être ouvert à d'autres institutions? Mais c'est très clair que ça va être ouvert à d'autres institutions, sinon ils vont s'effondrer. Parce que c'est des pays qui sont très instables. Politiquement, des pays qui sont très instables. Du point de vue sécuritaire, c'est des pays qui sont très instables du point de vue climatique. Donc, c'est une nécessité que leur capital reste ouvert à d'autres pour garder une forme de stabilité. Donc, il y aura toujours un lien de dépendance. Le lien de dépendance va être là au-delà même du slogan souverainiste. Vous voyez, c'est les mêmes institutions qui vont vouloir créer. Maintenant, comme ils sont à 3, peut-être qu'il va y avoir moins de débats. Parce que quand on était à l'intérieur de la CEDEAO, c'était quoi, 15 pays? Il faut trouver des points de convergence. C'est pas facile. 7 peuvent atteindre le point de convergence. Et les autres peuvent ne pas l'atteindre. On peut fixer des échéances. Donc, c'est un peu comme à la queue leu, à tâtons, d'autres sont en arrière, et la Côte d'Ivoire est obligée de traîner beaucoup de monde. Ok, le Nigeria, tous ces pays-là sont obligés de traîner d'autres pays. Mais c'est ça aussi la communauté. Mais comme ils sont 3, les choses seront peut-être plus faciles et ils vont trouver qu'ils sont plus efficaces. Comme on est 3, ok, le débat 2 contre 1, ça passe. Évitez, c'est parti. Vous voyez? Maintenant, il faut regarder le poids maintenant. Maintenant, ils vont fixer des taxes à l'intérieur pour taxer les populations, pour financer cette banque aussi. C'est ce qu'ils disent. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est mauvais. Mais les mêmes reproches qu'ils font à la CEDEAO, qu'ils ont eu à faire contre la CEDEAO, c'est les mêmes reproches qui vont se faire à l'interne. Parce qu'il va falloir trouver des points de convergence. Voilà, depuis, ils ont dit qu'ils feraient une fédération, une confédération. Ils ne savent même plus quoi faire là. Fédération, confédération, aujourd'hui, ils sont à quel niveau? Ils vont dire non, de toute façon, on vient de commencer. Eh bien, on verra. S'ils vont finir par se fusionner pour donner un seul pays, avec un seul chef d'État et avec des gouverneurs. On verra. Je n'ai pas besoin d'attendre 2000 ans. Je peux vous donner la réponse aujourd'hui, ça n'arrivera jamais. Vous voyez, c'est pareil. C'est pareil, les processus d'intégration, c'est comme ça. Et je vais chuter pour dire que la CEDEAO, par rapport à tout ce qu'elle a eu à poser comme action, fait en sorte que c'est l'une des organisations les plus intégrées en Afrique, parmi toutes les organisations sous-régionales. La CEDEAO est l'une des plus intégrées, les plus efficaces. Voilà. Mais vous mettez à 3, ben c'est clair que c'est facile, en dehors de l'aspect sécuritaire, c'est facile de discuter. La preuve, moi je me moque d'eux. Quand vous voyez les 3 ministres des Affaires étrangères qui se réunissent souvent pour discuter et tout, mais ils finissent par s'ennuyer. Parce qu'ils demandent même si la CEDEAO doit venir, parce qu'ils doivent continuer les discussions, parce que la CEDEAO a rompu la discussion avec eux par rapport à l'harmonisation des positions
et à la régularisation de tout ce qui est comme relation, je veux dire, avec la CEDEAO sur ce qui existait d'abord, la libre circulation et tous ces gens, et toute la douanière et tout, tu vois. Mais c'est ça la vérité. Donc pour moi, c'est pas quelque chose, c'est pas une nouvelle trouvaille. C'est vrai qu'ils en font un discours propagandiste, des slogans autour, mais c'est rien de nouveau ça. Créer une banque d'investissement. La CEDEAO l'a déjà, presque toutes les organisations sous-régionales en ont déjà. Maintenant, la différence, c'est l'efficacité. Et la BICD, la Banque de développement de la CEDEAO, continue d'investir dans ces pays-là. Mali, Burkina, Niger. C'est pas un débat, c'est une réalité. Maintenant, on verra quel type d'investissement eux ils pourront faire. Si c'est dédié à eux, on verra. S'ils vont se retirer de la BICD, on verra. Mais pour l'instant, ils ont demandé à rester. Et je pense que le Conseil des présidents a accepté. Voilà pourquoi ils sont encore là. Voilà, c'est tout. Donc, il y a l'intégration financière qui est restée. Voilà. Donc je laisse. Ismo, mais pourquoi la CEDEAO aussi, les trois pays sont déjà quittés, c'est acté déjà. Mais pourquoi la CEDEAO continue de les laisser circuler librement dans côté zone CEDEAO? Pourquoi ils ne commencent pas à appliquer tous les tests qu'il faut comme sans CEDEAO? Et aussi, est-ce que CEDEAO aussi ne fait pas un manque de communication? Parce que c'est comme le gouvernement ivoirien, il y a un problème de communication aussi qui est un problème pour la CEDEAO et qu'il doit faire plus d'efforts pour ça. Allô, Ismo? Ou bien Tron Guizo? Non, je parlais, mon micro était fermé. Non, je veux dire que la CEDEAO a un esprit. Vous voyez, et cet esprit-là veut qu'il y ait quand même cette communion-là entre les différents peuples. Donc, c'est pas parce qu'ils sont sortis qu'on va mettre des barrières pour astreindre ces peuples-là. Dans tous les cas, on est obligé de collaborer. Tu vois, dans tous les cas là, la sortie de ces pays-là, c'est uniquement politique. Et je viens de le démontrer. C'est uniquement politique. Pour tout ce qui est comme économique et tout ça, c'est resté. Il n'y a rien qui a changé. Vous voyez? Parce que c'est les mêmes pays qui se retrouvent dans l'UEMOA, c'est les mêmes pays qui se retrouvent dans la BICD, c'est les mêmes pays qui se retrouvent dans le Diabas, c'est les mêmes pays qui vont être là. Mais du point de vue politique, ils ont décidé de se retirer pour ne pas avoir la pression politique. Voilà, c'est tout. Tu vois? Donc, on ne peut pas, par la vision de trois putschistes, je vais dire, faire de l'injustice, tu vois, à une population qui est déjà assez meurtrie comme ça. Tu vois? Voilà, on ne peut pas faire du mal à un peuple parce que des putschistes ont décidé de sortir. On ne peut pas, c'est pas l'esprit de la CEDEAO. Tu vois, ce n'est pas l'esprit. Voilà. Maintenant, si eux, ils prennent des mesures maintenant pour dire que voilà, tant que tu n'es pas de l'AIS, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, mais la CEDEAO sera obligée de donner la réciprocité. Mais ce n'est de l'avantage de personne. Vous voyez, qui est ce genre de mesures-là entre nous. Mais n'empêche qu'on doit se protéger contre eux. Parce que comme on le voit, leurs États, malheureusement, au-delà du virtuel, au-delà de l'IA, au-delà de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux, ces pays-là sont en train de tomber en déliquescence. Tu vois, les écoles au Mali, vous avez plus de 900 écoles fermées, au Burkina, plus de 2000 écoles fermées, et tout ça, tous ces jeunes-là vont aller où? Tu vois, ça devient une matrice qui formate et fabrique des analphabètes. Des gens qui seront clairement un terreau fertile au recrutement des djihadistes qui aujourd'hui, en 2025, offrent $100 pour recruter des jeunes. Tu vois, voilà pourquoi c'est un danger pour nous. Voilà pourquoi j'insiste qu'on doit se armer. On doit prendre nos précautions. Parce que ces gens qui sont là, pour ceux qui sont de ma génération, vont comprendre que le Libéria qui est à côté a longtemps servi de terreau fertile à la déstabilisation. C'est là-bas les gens partaient recruter. Même notre crise qu'on a eu en 2002, on pensait que les gens sont allés recruter. Chaque camp allait recruter là-bas. Que ce soit les rebelles de M. Guillaume Soro ou encore que ce soit le gouvernement, chacun allait recruter là-bas pour venir se battre. Et le Burkina aujourd'hui, c'est ce que le Burkina est en train de devenir avec ses VDP.
Le Burkina devient un terreau fertile pour recruter parce qu'ils ont formé des civils. Ils ont commencé le recrutement, ils avaient besoin de presque 20 000 ou 30 000 ou 50 000. Là. Mais ils ont eu plus de 90 000 personnes. Et finalement, là, ils ont gardé presque 50 000. Et dans les 50 000, là, il y a 30 000 qui ont disparu, qui ont abandonné. Donc, aujourd'hui, les VDP qui sont actifs au Burkina, c'est vraiment entre 10 et 15 000. Donc, tous les autres qui ont été formés à l'arme, à l'armement et tout ça là, c'est un terreau fertile. N'importe qui peut aller recruter 2000 personnes. Parce que je te parlais des 90 000, je te parlais des 50 000, et je te parlais des 30 000 qui sont sortis dans les 50 000 qui restaient. Donc, n'importe qui peut aller recruter 1000, 2000, 3000, 4000 pour les armer, pour faire une rébellion. Tu vois, voilà pourquoi c'est dangereux. Tu vois? Mais je sais pas, tu sais, ben, si tu peux le faire monter, si... Je les fais monter, Nikos. Pas d'injure, s'il te plaît, monsieur. Voilà. Bonsoir, bonne arrivée. Tu peux ouvrir ton micro, il faut parler. Bah, pas d'injure, s'il te plaît. Oui, mais je lui dis qu'au Burkina, ils avaient fixé, par exemple, le seuil de recrutement. Ils ont eu jusqu'à 90 000 demandes. Mais ils ont retenu presque 50 000. Et dans les 50 000, là, il y a 30 000 qui sont désistés après parce qu'ils étaient matés par les terroristes et il y avait beaucoup de problématiques. Donc, il restait à peu près 20 en descendant, entre 15 et 20. OK? 10, 15, 20 à peu près des VDP actifs. Voilà. Moi, je ne parle pas dans le vide. Et maintenant, si tu as des informations, c'est facile de dire c'est faux. Maintenant qu'on est en face, vas-y. Je t'écoute. Nikos, ouvre ton micro encore. Pas d'injure, s'il te plaît. Nikos. Non, mais je pense qu'il parle, mais on ne l'entend pas parce que son micro... Ton micro est fermé, hein? Ah, ok. Ok, Oui, okay. Bonjour. Excusez-moi, mes frères. Ok, mais pas d'injure, monsieur, s'il vous plaît. Non. Ok, merci. Ça, on t'écoute. Ça ne suffit rien de tout. Même quelqu'un... Bon, moi, j'ai juste une petite question à poser à les gars là, comment ils s'appellent? Voilà, Ismo, je ne sais pas. Quel est quel pays, s'il vous plaît? Mais ça n'a aucun rapport. Allez-y sur le sujet. Non, attends, mon frère. Attends. Non, ça n'a aucun rapport. Allez-y sur le sujet. Posez-moi la question. Parce que moi... Démentez ce que je dis. C'est tout. Parce que non, attends, j'arrive. Moi, je ne parlais pas parce que je suis un Malien, ou je suis un Ivoirien, ou Burkinabé, ou Laïs, ou... Je parle en tant qu'Africain. Est-ce que... Non. C'est bien. Faut parler sur le sujet, s'il te plaît. Non. Parce qu'il y a des choses, moi, j'aime pas... Il est africain comme toi. Donc, il faut parler. D'accord. Bon, s'il est africain comme moi je pense que le plus important, c'est il faut aimer toi-même. Parce qu'Afrique ne peut pas avancer sans nous. Afrique ne peut pas s'en sortir sans nous. On est dans les mêmes histoires, même destin. Bon. Même l'histoire de Mandé. Mandé, c'est où? Mandé se trouve. Il n'y a aucun pays d'Afrique de l'Ouest s'il ne veut pas partir dans les Mandés, dans l'histoire de l'empire de Mandé. Moi, je pense que si on regarde, on est presque même sang. Même sang. Parce que moi, je suis Sissoko. Il y a des Sissoko à Côte d'Ivoire. Il y a Koulibaly dans l'AS et il y a Koulibaly dans le CEDEAO. Il y a Koulibaly en Côte d'Ivoire. Bon, avant d'aller loin, parce que moi, je ne sais pas quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux. J'aime pas. C'est mon petit... Qu'est-ce que tu as dit qui est faux? Non, parce qu'on n'a pas besoin que vous nous fassiez l'histoire de l'Afrique. Hein. Bon, cette histoire... Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Et c'est faux. Tout le monde vous écoute. Parce que vous faites l'histoire de Madingue, là, s'il vous plaît. Mon frère, cette histoire-là, c'est plus lourd que le CEDEAO, c'est plus puissant que ça, c'est plus ancien que le CEDEAO. Ça va rester
c'est plus mieux que le CEDEAO. Moi, je Ok, vous faut dis, nous expliquer, il faut écoutez, rester sur le débat, s'il te plaît. merci On beaucoup. n'a Non, pas non, besoin non. de Bon, ça. moi, je ne sais pas si C'est pour cela inviter. on t'a fait monter, non. Faut expliquer. Non, On non, va te non. laisser Moi, parler sans te non, couper. Il faut expliquer, s'il te mon plaît. frère, mon frère, moi, je ne rentrerai pas dans l'ingérence. Je ne rentrerai pas dans une chose qui critique. C'est vrai, moi, j'ai des familles en Côte d'Ivoire. C'est mes frères. Tu as compris? Il y a des Ivoiriens dans ma famille. Ils sont mariés, ils sont là-bas. Ils sont des enfants. Donc moi, je ne rentrerai pas à ce truc-là. Je ne rentrerai pas ça. Parce que je connais ma identité, je connais ma valeur. Mais on ne demande pas votre généalogie, là. On ne demande pas votre généalogie. Personne n'a demandé d'où vous venez, qui vous êtes. Ismo, on va continuer. Tranguizo, tu veux y parler, il a fait descendre. Il sait pas. Tu as de commenter alors que tu n'as rien à dire. Oui, mais curieusement, quand ils sont en bas, dans les commentaires, ils sont virulents, ils semblent pouvoir dire quelque chose, mais depuis qu'il est monté en les courses, on ne sait pas où il veut vraiment aller, qu'est-ce qu'il veut nous dire, on ne sait même pas. C'est tout le problème qui se pose. Voilà, pourtant, je l'ai vu vraiment faire des commentaires là, c'est faux, comme si on ne voit rien du tout. Tout le monde maintenant, il veut nous chanter la chanson de Chikenja. Il y en a qui sont les descendants des Fakoli. Mon frère, tu as dit c'est faux, on te dit, qu'est-ce qui est faux, tu ne veux pas parler. C'est ça. Bon, en fait, je sais pas, moi je pense que je vais vous laisser puisque de toute façon, on a... Président là, aujourd'hui c'est mieux, on va aller se coucher parce que moi je vois pas. Ouais, c'est là. Ismo, si tu as quelque chose à ajouter. C'est ce que je dis toujours. Tu vois que comment quelqu'un comme Ibrahima Traoré ou encore Assimi Goïta ne peut pas être président d'un pays comme ça. Mais c'est normal. C'est normal, tu vois. Parce que un borgne qui guide des aveugles, mais c'est comme ça. Parce qu'il est en bas, il dit c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il ne sait même pas qu'est-ce qui est faux. Tu vois? Donc, on va venir lui dire que Assimi Goïta a rendu le Mali souverain, lui va croire. Parce qu'il ne sait même pas c'est quoi la souveraineté. On dit le Mali est souverain. Ouais, le Mali est souverain. Quand tu lui demandes c'est quoi la souveraineté, là, il veut te réciter maintenant l'histoire du Madin. Mais non. Voilà, les gars, on lui a donné l'occasion, la liberté, le droit de s'exprimer, de dire qu'est-ce qu'il estime que c'est faux. Parce que c'est un débat. On ne te demande pas de venir nous enseigner l'histoire. Tu étais en bas, tu commentais, tu as dit c'est faux. On te dit qu'est-ce qui est faux. Là, tu commences à demander, tu viens de quel pays? Et lui, il a de la famille en Côte d'Ivoire. Voilà, tu vois, et c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, tu peux le mettre sur l'étendue, c'est 70% d'analphabètes. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Tu vois, 70% d'analphabètes. Et les cas se creusent. À chaque année qu'Assimi reste au pouvoir, ça fait plus de 6 ans qu'il est au pouvoir maintenant. Donc, ce sont ces gens-là qui sortent dans les rues, qui attaquent les gens sur les réseaux sociaux, pour dire que non, tout va bien au Mali, parce qu'on leur balance des images d'IA. Tu vois? Voilà. Ils sont nombreux. Tu vois? Tu peux faire monter mine d'or officielle. Il n'y a pas de problème. On va débattre. Moi, j'ai aucun problème. Même Assimi Goïta lui-même vient, il monte là, on va débattre. Sans insulte. Et après ça, il va laisser le pouvoir. Parce qu'il va savoir que je lui ai dit la vérité. Parce que lui-même, il est un peu analphabète sur les bords. Merci. Il faut monter, hein, sans injurer. Il faut monter. Il t'a fait envoyer invitation. Il faut monter. On t'attend un Mindo. C'est pour s'éduquer ici. Viens nous faire savoir ce qui est vrai, qui est facochère, tout ça là. On n'a pas besoin d'injurer, mais viens nous aider ici à comprendre. Non, mais tu vois que, regarde, tu vois, quand quelqu'un, un être humain qui insulte un autre être humain de facochère, tu vois, comme c'est, comment tu peux, moi, me traiter de facochère et puis ça va me faire mal. Parce que pour lui, là, en utilisant le mot facochère, ça fait mal. C'est quelque chose de, ça c'est un comportement d'analphabète.
Et puis, tu es là en train d'écouter Fakouché. C'est ça, tu vois? Non, parce que c'est un comportement d'analphabète. Tu vois, ce sont des analphabètes qui agissent comme ça parce qu'ils pensent qu'en disant Fakouché, ça fait tellement mal. Mais c'est rien ça. C'est rien. Le Mac, tu veux monter le Mac. Monte, tu vas débattre et monte, tu vas Ah, débattre. mine d'or, faut monter, s'il vous Voilà, plaît. mine d'or, on te donne la chance là de venir Je t'ai débattre envoyé invitation, faut monter. librement, de venir débattre ton point. Personne ne va t'attaquer, personne ne va t'insulter. On va agir, tu vois, intelligemment. Tu vas répondre à tes questions, tu vas défendre ton point et puis il n'y a aucun problème. C'est ça la démocratie. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Maintenant, vous laissez en bas pour dire tous les noms d'animaux là. Je dis, et puis qui va te répondre dans ça? Non, on va pas te répondre de ça, mais monsieur. Donc monte, tu vas venir parler, c'est tout. Voilà. Mais Ismo, il n'a pas le couleur de monter. Il peut pas. non, ils aiment les effets de groupe. Il peut écrire, mais pour monter, pour venir s'exprimer là, pour qu'on attend là, il peut pas. Il est Non, comme moi. Il parle pas français bien que moi. On est même chose là. non, ils aiment les effets de groupe. C'est que quand ils sont en groupe là, c'est là ils sont forts. Individuellement là, ils sont pas capables de défendre, tu vois. Voilà, et c'est ça la différence. Mais malheureusement là, j'espère que pour eux, ben, en tout cas, ils vont avoir gain de cause quoi. Déjà que cette année-là, au moins, ils vont pas dormir dans les stations-service. Le gym a éputié d'eux et puis ils ont quand même levé un peu les blocus. Au moins, ils vont pas passer le 31 dans les stations-service. C'est déjà une bonne chose. C'est bon. C'est pas vrai. Hein. Parce qu'ils disent que ça, c'est pas vrai. Qu'ils ont bloqué, ils n'ont pas bloqué quelque chose. Mais non. La même monte en puissance. Non, mais Dauda est là, président. ils ont payé beaucoup d'armes. Ça, c'est bon. C'est une bonne chose. Mais les résultats, ce sont les résultats qu'on regarde. Tu vois? Président, on dit Brooklyn a de fabriquer lui-même ses armes maintenant. Même les moteurs. Eh Dieu, ouais. Ils sont en train de fabriquer eux-mêmes les chars, tout ça là. Dans quelle usine? Je ne sais pas dans quel pays ils sont là maintenant. Merci Tonton Guizo pour d'être venu, pour venir nous éduquer un peu. Merci Croismo. Ouais. Président, Dauda, t'es là? Oh, ça c'est bien. Dauda. Attends, il a appelé, non, il n'est pas là.
Ismo, Dada va couper ça bientôt, non? Donc, bonne nuit. Il a Oui, eu au téléphone. Bonne nuit, merci. c'est bon. À Donc, demain. merci et puis à demain. Bye.